Chapitre 7. La neige et l'homme. La vie de l'homme dans le cadre de la montagne ou de la plaine enneigée a déjà été évoquée plus d'une fois au cours des pages qui précèdent. C'est en effet le propre d'une étude géographique que physique eux-mêmes jusqu'à leur incidence à l'activité humaine. On ne reviendra donc ici que sur certains aspects de la question. La question est l'organisme, premier tiret. L'action directe de la neige sur l'organisme paraît médiocre et en tout cas difficile à isoler. Dans les régions subarctiques, l'homme doit s'adapter à un milieu dont les caractères oécologiques, oui, genre c'est OE, O attaché à un E, fondamentaux, dont la sévérité des grands froids et la variation annuelle de la durée d'isolation, en haute montagne, cette même diminution paraît se ramener à la diminution bien connue de la pression atmosphérique et à la richesse de la radiation solaire. En rayons ultraviolets notamment, dans l'un comme l'autre, ces deux domaines climatiques, la neige ne jouera aux yeux du médecin qu'un rôle des plus subordonnés. On doit noter toutefois que la réverbération des rayons solaires sur la neige, surtout durcie, provoque assez souvent une kératoconjonctivite dite ophtalmie des neiges, qui peut s'aggraver jusqu'à l'ulcération de la cornée. Le port de lunettes correctement teintées est donc toujours à conseiller. Parenthèse. Les lunettes de neige doivent être opaques aux rayons violets et aux ultraviolets. Il faut les choisir avec discernement, car les lunettes médiocres n'ont souvent pas l'effet que de dérégler le diagramme naturel que constitue l'iris, ce qui revient à désarmer l'œil devant les radiations nocives. D'une part, les plaies, même légères, provenant du contact avec la neige durcie ou d'une glace présente d'une proportion spéciale à s'infecter rapidement. Il paraît inutile de préciser que la neige existe et exige, surtout par redout, un équipement rigoureusement imperméable qui ne doit cependant pas entraver la sudation. L'actif de la neige, portons avec les chutes purifient Portons que les chutes purifient l'air en précipitant avec une partie de l'impureté organique ou inorganique en suspension dans l'atmosphère. Parenthèse. On doit expliquer ainsi le cas, signaler parfois des neiges colorées. Des perturbations, encore mal connues, interviennent dans l'ionisation de l'atmosphère et le champ électrique local. L'ensemble produit sur l'organisme humain une impression incontestablement calmante. La cure alpestre en milieu enneigé combine ainsi la tonicité de l'altitude avec l'impression de détente de l'organisme que l'on retrouve au bord de grands lacs. Le passage lui-même prend sous son masque blanc une pureté qui incite à l'optimisme. Des médecins ont pu parler d'une estétothérapie de la neige. Premier tiret. La neige et l'habitation. On sait qu'au Groenland, la neige constitue l'hiver le seul matériau disponible en fait pour l'homme qui vient de construire un abri. C'est l'igloo, coupole formée de gros blocs qu'on a préalablement taillés dans la neige durcie, dans laquelle on entre par une sorte de couloir bas, technique assez satisfaisante pour les sportifs qui préfèrent quelquefois, lors de raids en Laponie ou même dans les Alpes, l'emploi de la tente. Dans les montagnes de type alpestre, la neige influe d'abord indirectement sur l'habitation rurale. Elle oblige l'homme à réunir de grosses masses de foin pour fournir son bétail en hiver. Et la maison prend dès lors de la taille qui surprend l'homme des plaines. On s'attache aussi, souvent, à ce que la neige reste un certain temps sur les toits pour y fondre lentement. Si elle s'écoulait en masse de pieds des murs après chaque chute, l'accès de la maison deviendrait vite difficile, avec des fenêtres basses seraient obstruées. Ainsi, les crochets permettent-ils de placer des troncs d'arbres horizontalement au flanc du toit pour y retenir la neige. Rien de comparable dans les Alpes où la neige ne tient qu'à des altitudes supérieures à la limite de l'habitat. L'habitat du Chili central vit dans un cadre de neige. Mais jamais dans la neige. J'y borde. Premier tiret. La neige et la vie rurale.
L'influence de l'enneigement se fait sentir sur les trois branches de l'activité rurale: l'élevage, l'exploitation forestière et les cultures. Dans les régions continentales à couverture faible, la race de bétail aguerris peuvent encore passer tout l'hiver en plein air. Tel est le cas autour de Calgary, où 5 mois connaissent pourtant des températures moyennes négatives. Mais dès que la couverture neigeuse ne s'épaissit, comme dans l'Ontario méridional, la stabulation du bétail devient inévitable. Mais ici comme là, on souhaite une neige tardive qui laisse le bétail profiter des pâturages en automne. Dans les Alpes, l'économie pastorale repose tout entière sur le déneigement périodique des alpages. Ceux-ci sont pâturés non seulement par le bétail nourri l'hiver à l'étable, mais encore, au moins dans le sud, par celui de la transhumance amené l'été par les plaines lointaines. L'homme qui a accompagné ces bêtes vit dans des maisons plus exiguës que celles de la vallée. C'est l'habitat temporaire des géographes. Au début de l'hiver, une partie du bétail est souvent vendue. Le reste hiverne dans les villages inférieurs. Habitat permanent. Dans une exploitation des forêts, la neige joue bien souvent un rôle essentiel. Le bûcheronnage en est généralement une activité de début d'hiver qui bénéficie d'une main-d'œuvre que rend disponible l'arrêt des travaux agricoles. Dès qu'elle est durcie, la neige fournit aux arbres abattus une voie de glissement idéale qui permet l'évacuation. Au printemps, cette même neige fondue donne au cours d'eau la force de transporter les troncs par flottage libre, puis en radeau. Tel est par exemple le schéma saisonnier de l'exploitation forestière au Canada. Là enfin, où la neige n'interdit pas la culture, c'est-à-dire dans la prairie comme en montagne à l'étage des habitats permanents, elle impose encore à celle-ci la servitude très stricte. Culture exclusive des céréales de printemps dans les régions continentales dont l'enneigement est trop faible pour protéger efficacement le sol de la gelée. Grâce à l'été continental, des céréales mûriront néanmoins en un temps record. Grande place tenue Grande place tenue au contraire dans les régions de fort enneigement par les cultures plus fragiles que la neige protégera du froid, blé d'automne et trèfle. La durée de l'enneigement importe plus encore peut-être pas que son épaisseur. Il doit n'être ni trop court ni trop long. Au Canada, un déneigement précoce est justement redouté des agriculteurs, car il livre la végétation sans défense aux gelées nocturnes du printemps. En Savoie, par contre, on a vu les paysans recouvrir la neige certaines années de cendres ou de terre pour en hâter la fusion. C'est que la semaille de printemps peuvent être retardées, dans certains cas, jusqu'à fin avril, ce qui est bien la dernière limite, tandis que les travaux d'automne s'avancent en septembre. Toute la saison agricole active se trouve ainsi ramenée à quelques mois de labeur intensif. Il y a 50 ans encore, à une époque où les hautes vallées devaient se suffire à elles-mêmes, on voyait du seigle jusqu'aux approches de 2000 mètres rester 12 mois en terre, quelquefois 13. Le long d'enneigement disposait cette bizarre culture en 2 ans. Mais, dans la neige, aucune culture n'aurait été possible à cette latitude en région du gel. Ainsi, la neige est-elle bien souvent considérée par l'agriculteur comme un auxiliaire utile. A year of snow, a year of plenty, affirme un dicton de la prairie, à condition néanmoins qu'elle vienne s'insérer judicieusement dans le calendrier agricole. Deuxième tiré. La neige et les communications. En pays plat, la neige favorise la circulation traditionnelle des traîneaux, attelés de chevaux, de rennes, de chiens, coïncidant avec la période de gel des lacs et des cours d'eau. Elle retrouve dans la même rupture uniforme. Elle permet le long trajet sans rupture de charge. Deux périodes malencontreuses sont toutefois celles de l'installation et de la fusion de la neige, pendant laquelle on ne peut, pour un temps, circuler ni en voiture ni en traîneau. Dans les climats continentaux très accusés, la violence même des écarts thermiques saisonniers réduit heureusement au plus bref ces deux périodes de transition. De toute façon, la meilleure période pour circuler est la fin de la saison froide. Les jours sont déjà plus longs et un dégel très momentané, aux heures chaudes,
alors que les moyennes diurnes restent encore inférieures à 0 degrés Celsius, entraîne la formation d'une croûte superficielle qui favorise le glissement du traîneau. Il reste moins aisé de faire circuler sur les plaines enneigées de gros engins motorisés. Les techniciens ont pourtant attaqué le problème et l'armée canadienne dispose ainsi par exemple de véhicules de 4 tonnes reposant sur des chevilles larges de 75 cm. De telles machines peuvent évoluer même en neige profonde, mais il s'agit d'établir une circulation normale et pas d'autre solution à envisager que le tassement de la neige est peu épaisse. Et encore, faut-il que ce cas munir de véhicules et de chaînes, ou le déblaiement pour lequel on dispose aujourd'hui, heureusement, d'engins puissants. Dès que le relief apparaît, la neige est beaucoup plus hostile aux communications, sans doute favorise-t-elle l'évacuation des arbres abattus, voire du foin. Vers le bas de la vallée, vers le bas de la vallée. Sans doute favorise-t-elle l'évacuation des arbres abattus, voire du foin, vers le bas de la vallée. Mais que de choses à porter au passif, tant pour ce qui est de l'amoncellement que des avalanches. À Brigue, extrémité nord du tunnel de Ciemplon, le mois de février 1931 vit s'abattre au total une hauteur de neige de 1,50 m. Et malgré les déblaiements, pour ainsi dire continuels, il fallut jusqu'à 5 locomotives pour remorquer des trains de 320 tonnes. Brunner. Le versant ouest de l'Arlberg, très exposé au vent océanique, est un autre point spécialement exposé du réseau alpestre. Parenthèse. Le maximum d'enneigement pour une ligne exploitée en hiver paraîtrait localisé en Europe. Sur les chemins de fer de Bernina. Les déblaiements sont confiés à des chasse-neige à éperon tant que l'épaisseur ne dépasse pas 0,60 m. Le pointu, bien connu des chamonières. Et pour les épaisseurs plus fortes, à des chasse-neige rotatifs à turbine. Si ces engins puissants sont satisfaisants en pleine voie, ils ne suffisent pas dans les gares dont on doit toujours compléter à l'appel, à grand renfort de main-d'œuvre. Le dégagement des aiguilles, des congères, particulièrement fréquentés au col de la Croix-Haute, exposé à une bise violente, ligne de Marseille à Grenoble, nécessite la construction de paraneiges en bois qui fixent la neige. Mais le gros danger sur les voies ferrées est évidemment l'avalanche, dont nous avons montré d'ailleurs sur la puissance. Chapitre 4. Que l'on songe sur la ligne de Chamonix à Valorcine, en moins de 10 ans, 50 avalanches ont recouvert les voies d'une hauteur supérieure à 1 mètre, atteignant parfois 8, et sur les longueurs allant jusqu'à 200 mètres. Tardy. Parenthèse. Les sections les plus exposées sont, d'après Brunner, les débouchés sud de Lochsberg et du Simplon, la vallée de la Reuss en aval, Goeschechen, la section Bludenslangen sur la ligne de l'Arlberg, les abords de la bouche nord du tunnel du Tauhéroux. En Suisse, on a, dans certains cas, installé des circuits électroniques dans le couloir de l'avalanche, circuits dont l'interruption provoquée par le passage du fléau ferme à temps les signaux bloquant la voie. Mais la seule technique sûre est la construction de galeries de protection en béton telles que celles que l'on a construites aujourd'hui sur la ligne de Chamonix à Valorcine. La circulation routière est exposée au même risque ici. L'homme a pris son parti d'abandonner totalement les clos les plus élevés pour une période souvent très supérieure à 6 mois. Entre la France et l'Italie, on ne peut passer ainsi l'hiver que par le seul mont Genèvre. Encore le versant italien est-il le corps le plus exposé aux avalanches qui descendent du Chamberton. Iseran et Galibier ne deviennent souvent praticables qu'en juillet pour les passages du Tour de France. Parenthèse.
La praticalité des cols dépend moins de l'enneigement au sommet que de la persistance du culot d'avalanche, parfois fort bas, sur les voies d'accès. Au Canada, on munit parfois les avions de ski, mais il ne peut s'agir que d'appareils de tonnage léger qui ne peuvent, en outre, se poser sur des lacs légers. Gel et dégel entraînent dans des trafics une interruption de 70 à 90 jours par an. Verrez. L'objectif des ponts et chaussées se borne à maintenir ouverte une voie d'accès au moins aux principaux villages et quelques grandes relations régionales de basse altitude, comme le col Bayard. En dehors des Alpes, les plus gros problèmes de déblaiement se posent au Canada, où pour la seule province de Québec, 11 000 km de routes ont dû être déneigées au cours de l'hiver 1940-1950, au prix d'une dépense de 3 millions de dollars. Un problème spécifiquement américain est celui du déneigement urbain dans cette grande ville comme Montréal ou Chicago. Déneigement parfois assuré à l'appel en mobilisant des armées de chômeurs. Enfin, la neige perturbe considérablement le trafic aérien, si important que de nos jours en Amérique du Nord, elle oblige pendant les chutes à voler sans visibilité. Surtout, elle recouvre des pistes d'envol qui doivent être déneigées avec un soin tout spécial. Parenthèse. Au Canada, on munit parfois les avions de ski, mais il peut s'agir d'appareils de tonnage léger, et qui ne peuvent en outre se poser que sur des glaciers légers, les lacs légers. Gel et dégel entraînent dans ce trafic une interruption de 70 à 90 jours par an. Veillerait. À ce côté des faits d'adaptation de l'homme au milieu neigeux, la géographie humaine doit d'ailleurs leur faire face aux graves perturbations introduites par les grosses chutes exceptionnelles se produisant dans les régions où la neige n'est point monnaie courante. Les dégâts sont ici d'autant plus graves que l'homme est surpris sans défense. C'est le cheptel qui souffre le plus en général de ces chutes tout à fait inopinées. Au Pays de Galles, au cours de l'hiver 1947-48, des centaines de moutons périrent ainsi dans la neige vers 400 mètres d'altitude. Le trafic des voies ferrées des plaines peut se trouver parfois gravement désorganisé, faute de personnel et de matériel adéquat, par les chutes qui n'auraient entraîné que des perturbations minimes sur une ligne de montagne. Dans la Sarthe, en 1946, les enfants ont trouvé close la porte d'une école parce qu'il avait neigé. Quatrième tiré, les sports et de la neige. Impossible de compléter ce tableau sans faire l'allusion à l'engouement qui porte aujourd'hui chaque hiver vers les neiges les plus proches des millions de citadins. Née dans les forêts scandinaves, la vogue du ski a gagné l'Europe centrale, la France, l'Italie du Nord au cours des 30 premières années du siècle. En 1932, l'organisation des Jeux olympiques d'hiver à Lake Placid assurait la fortune du ski dans le Nouveau Monde. Aujourd'hui, l'Amérique du Sud compte 4 millions de skieurs qui dépensent d'une façon ou d'une autre 75 millions de dollars par an. Ici et là, car trains spéciaux, et en Amérique du Nord, avions, déversent à chaque week-end leur cargaison humaine vers les champs de ski. Au Canada, des hôteliers de Laurentides parlent de l'or blanc. Ici et là, il n'est pas fort de dire que les régions qui ont su exploiter cette mise présentaient tous les reflets d'une véritable révolution économique. Révolution aux formes multiples d'ailleurs, car il y a ski et ski. Incomparablement skieurs de fond, les Scandinaves sont restés fidèles aux grandes randonnées qui ont gagné en confort par l'établissement de tout un réseau de gîtes d'étape. Le ski alpin a d'abord évolué de façon presque exclusive vers la descente et à grand renfort de remontées mécaniques, téléphériques et remonte-pente. Mais le désir de trouver les dénivellations les plus en plus fortes a amené progressivement les skieurs jusqu'aux abords même de la hauteur de la haute montagne. Et nous voyons le domaine du ski se tendre à se confondre avec celui de l'alpinisme d'été.
Au cours de ces dernières années, de nombreux jeunes Européens sont venus de la pratique de l'alpinisme classique. Après avoir pris un premier contact avec la montagne lors de vacances d'hiver en Amérique, la localisation des grands centres urbains dans l'est du pays semble rendre impossible une pareille évolution. Pourtant, à côté des stations bien connues de Québec, de la Nouvelle-Angleterre et même de New York, où Bear Mountain Park n'est qu'à 2 heures de train de la grande ville, on voit aujourd'hui se développer les stations dans les Rocheuses, Banff, Sun Valley, Aspen, dont l'équipement a de quoi tenter l'Européen. À Aspen, un télésiège de 4 km 500 monte les skieurs à 3350 mètres, tandis qu'à Lake Tahoe Park, station la plus proche de San Francisco, un ensemble de 30 remontes-pentes est susceptible de débiter 9000 skieurs à l'heure. C'est que d'un côté de l'Atlantique comme un autre, les stations de type ancien à basse altitude doivent compter surtout sur un public de week-end qui ne suffit plus à assurer la rentabilité des gros équipements actuels. Le samedi et les dimanches d'une période de 3 mois ne font encore que 25 jours. Et ce n'est pas sur une activité de 25 jours par an que l'on fonde une industrie. La station de haute altitude, au contraire, celle du Val d'Isère en France, renouvelle ses activités et son public pendant près de 9 mois de l'année. C'est là une supériorité qui ne se discute pas, et c'est sans doute un type de station mixte d'hiver et d'été, devenue très étrangère au milieu rural où elle est greffée, que l'on verra se développer dans l'avenir. De toute façon, ces migrations humaines vers le champ de neige attireront un public de plus en plus large. Les hautes personnalités universitaires, en France, n'ont pas hésité à exprimer publiquement le vœu que dans la réorganisation en cours d'études des congés scolaires, une large place soit accordée à des vacances d'hiver. Vue utopique, dira-t-on, car une des plus grandes extensions des séjours d'hiver en montagne n'irait pas sans poser de gros problèmes économiques et sociaux. Il n'en reste pas moins que l'effort d'équipement actuel ne doit pas être poursuivi, et on peut espérer que l'intérêt le plus grand porté dans notre pays aux choses de la neige facilitera les progrès de la recherche scientifique elle-même. Fin du chapitre. Maintenant, on va regarder les mots que j'ai pas compris. Enfin, si j'arrive à la